là, j'ai commencé à perdre un peu En confiance. en confiance. Là, je me suis dit, mais finalement, l'amour, c'est quoi? Parce que là, je suis avec quelqu'un qui me dit qu'il va m'acheter des vêtements pour que je m'habille sexy, alors que je suis quelqu'un, je n'aime pas forcément être sexy comme lui le voulait. Il prenait des photos sur les réseaux sociaux, il m'envoyait. Fais comme ci, fais comme ça. Je me sentais ratée, j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui me manquait chez moi. Pourquoi les autres filles de mon âge, c'était comme ci avec elles, pourquoi avec moi c'est pas comme ça. Le pire, c'est ce que tu intériorises parce qu'en grandissant, tu exploses. Oui. Et c'est ce qui est arrivé en fait. Bonjour à tous et bienvenue sur Résonance, votre podcast où on dit tout haut ce que chacun ressent tout bas. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marie-Paul. Marie-Paul va partager avec nous ce que l'on appelle la dépendance affective. Oui, elle en a été victime. Elle a constaté que cela est parti du fait qu'elle a manqué d'une figure paternelle, mais aussi de la relation qu'elle avait avec sa mère. Elle va nous raconter tout cela à travers cet épisode. Pourquoi est-ce qu'on vous en parle? Tout simplement parce qu'au final, nous partageons tous les mêmes fardeaux et nourrissons les mêmes espoirs. Bonjour Marie-Paul. Bonjour Florence. Bienvenue sur Résonance. Merci beaucoup. On commence toujours avec un petit rituel. D'accord. Donc c'est soit répondre à une question ou compléter une phrase. Pas de souci, ça marche. Toi, tu préfères quoi? Je préfère répondre à une question. C'est Répondre mieux. à une question, d'accord. Oui. La question est la suivante. C'était quand la dernière fois où tu t'es sentie moins seule face à une épreuve? Alors, je pense que là actuellement je me sens moins seule parce que j'ai avec moi quelques proches, des amis et aussi une de mes grandes sœurs qui vient d'arriver en France qui m'aide souvent à relever des épreuves, qui me donne aussi des conseils pour que je puisse mieux aller de l'avant. Donc pour le moment je dirais que là je me sens moins seule à vivre les épreuves. Super, c'est bien, on te souhaite que ça continue parce que ça fait toujours du bien d'avoir des gens autour de soi et de ne pas vivre dans une certaine solitude. C'est ça. D'où aussi ma question pour comprendre un peu ce que chacun fait ou comment est-ce qu'il est soutenu au quotidien. C'est ça. Est-ce que tu peux rapidement te présenter à nous, nous dire qui tu es et ce que tu fais actuellement? D'accord, donc moi je m'appelle Marie-Paul. Je suis chargée de communication digitale dans une boîte qui s'appelle Vevichy Paris. Donc c'est une boîte qui vend des mèches, des extensions capillaires de très haute qualité, mais aussi un salon de coiffure. Du coup, je suis actuellement en alternance dans cette boîte et je fais des études de marketing digital. Je suis en dernière année en master expert digital marketing. Voilà. Bravo pour ton alternance. Merci. Donc, on va attaquer. D'accord. Je sais que tu es prête. Je suis prête. Hein. Oui. Ce sentiment-là de dépendre de quelqu'un, comment est-ce que ça naît? Ça part d'où, la source? La source part du fait que moi, j'ai vécu sans mon vrai père. Donc, j'ai perdu mon père très jeune. Je ne vais pas dire jeune parce que j'étais enfant. J'ai perdu mon père à l'âge de 9 ans. J'étais en France, il était en Côte d'Ivoire avec ma mère. Je le voyais que une fois par an, des fois une fois chaque 2 ans, seulement lorsque je partais en vacances. Et du coup, ça fait que j'ai pas eu, si vous voulez, une épaule paternelle. Oui, t'as pas eu de figure. Voilà, j'ai pas eu de figure paternelle. C'est ma maman qui essayait de jongler entre la figure maternelle et paternelle. Mais le souci, c'est que ma maman aussi, elle a perdu ses parents très jeunes. Donc, souvent, la maman essaye de jongler entre les deux, mais c'est pas forcément facile pour elle. Parce qu'elle aussi, elle n'a pas eu cette figure paternelle pendant longtemps. Et donc, ça fait que quelque part, elle-même, elle a un manque et qu'elle n'arrive pas forcément à combler. Et elle essaye de moi subvenir à mes besoins, sauf que moi aussi, ça a créé un manque puisque nous deux, on n'a pas eu de figure paternelle, donc voilà, ça a commencé à partir de là. Quand à 9 ans, on va dire, tu perds ton papa et que tu réalises, tu commences à sentir son absence. En fait, tu le vivais comment? C'était quoi tes demandes? Et puis,
Tu as grandi dans quelles conditions finalement? Bah, finalement, après la perte de mon père, je suis retournée à Abidjan à l'âge de 10 ans pour rester avec ma mère. Du coup, je vivais avec elle, mais avec aussi un autre de mes demi-frères D'accord. et son père, du coup. Donc, c'était pas forcément. Voilà, ça s'est pas forcément bien terminé entre les deux, entre le père de mon beau-frère et ma maman. Du coup, c'est plutôt à l'âge de 13 ans. Dans les débuts, voilà, j'ai commencé à ressentir un manque paternel parce que bon, tu rentres un peu dans. Tu commences à grandir, tu as besoin de quelqu'un de temps en temps pour, voilà, pour te donner peut-être de l'argent de poche, pour s'occuper de toi comme une princesse, ce genre de choses-là. Ça a commencé à me faire un peu mal dans le sens où moi j'étais entourée de, d'amis qui avaient leurs deux parents. Oui. Et la majorité avait leurs deux parents, donc du coup, tu voyais chacune venir expliquer ses histoires avec ses parents. Aujourd'hui, je suis sortie avec mon papa, je suis allée acheter de la glace, je suis allée faire ceci, cela. Papa m'a acheté telle chose. Bon, Oui. là, ça commence un peu à toucher la sensibilité, quoi. Mais après, quand j'ai commencé à avoir 19 ans, 20 ans, c'est là que ça a commencé à devenir plus choquant à mon niveau. Parce que je commençais à avoir des besoins beaucoup plus développés que lorsque j'étais au collège ou en terminale. Et voilà, je me disais que une relation, enfin, je commençais à avoir des relations amoureuses. Et du coup, je me disais que dans la relation amoureuse, pour que la personne puisse m'aimer en retour, il fallait que je sois tout le temps là. Il fallait que, voilà, que mon monde tourne un peu autour de cette personne pour que cette personne puisse en retour me donner de l'affection comme un père aurait pu donner à son enfant. Sauf que bah, ça m'a beaucoup plus détruite que toute autre chose. Et voilà, au fur et à mesure que je vivais les relations, j'ai eu que 2 relations amoureuses, mais le reste c'était ce qu'on appelle des flirts. Ça n'aboutissait pas en soi parce que j'étais avec des personnes qui elles-mêmes avaient aussi des petits problèmes familiaux. Et en plus de ça, on était très jeunes, donc Oui, venir c'est- demander à quelqu'un qui a 19 ans, 20 ans de s'occuper de toi, de te donner des cadeaux, ce genre de choses-là, alors que cette personne se cherche et est encore très jeune, forcément ça va créer des décalages. À quel moment est-ce que tu te rends compte que tu as une certaine dépendance affective? J'étais, on va dire, déjà très attachée. Les garçons, ils n'aiment pas forcément quand la fille est trop sur leur dos, etc. Ils veulent de l'espace. Ils veulent de l'espace, soi-disant. Mais non, il y avait ça. J'entendais que tel garçon est parti dire à tel ami que ah, mais elle est chiante. Ok, là je commençais à voir que il fallait que je travaille sur ce côté-là. Parce que j'étais trop sur la personne. Je me disais non, je ne veux pas la perdre en fait. Oui. Je veux pas la perdre, je veux pas que la personne elle me laisse du jour au lendemain pour rien. Donc j'en faisais trop. Et je me comportais presque comme, on va dire, une maman. Et c'est là que je me rends compte que bah, finalement, peut-être que quelque part, de la manière dont maman se comportait avec moi, je commençais peut-être à être un peu comme ça avec les garçons en fait. C'est-à-dire que j'étais envahissante, c'est tout le temps moi qui venais. Est-ce que t'as fait ci, est-ce que t'as fait ça c'est moi qui venais le plus vers le gars parce que je me disais, bon, peut-être que si je donne plus, il va me donner en retour la manière dont j'aimerais aussi être traitée. Enfin, je me disais, si je donne plus, peut-être que cette personne en retour, elle va mieux me traiter. Alors que en temps normal, c'est pas comme ça. C'est dans les débuts, il faut que ce soit lui voilà, qui fasse ses preuves. Et puis bon, après, si lui, il fait un pas, toi aussi tu fais un pas. Mais tu fais pas, par exemple, 5 pas
et puis lui il va faire un pas, et puis après tu reviens avec 10 pas. Enfin, je sais pas si tu Ah vois un peu oui, ce que je veux c'est dire. finalement, tu vas le faire fuir. En fait. Voilà, donc bah, il va se dire que bon, celle-là, je, 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 je suis pas, elle en demande un peu trop, ce genre de choses-là. Est-ce que déjà, on te dit à toi, parce que tu vas entendre les bruits de couloir, oui, enfin, je reprends tes mots, hein. Ouais. Oui, elle est envahissante. Tu entends ça. Mais Bon. est-ce que Mais lui est-ce me le que dit? lui te dit directement et comment est-ce qu'il manifeste justement ce manque d'espace là où ce sentiment d'être... Il y en a qui ne l'ont pas dit directement, mais après j'ai compris, à partir du moment où la personne, elle te fait peut-être des vues, ou bien tu sens que sa manière de parler avec toi a changé, on te parle une fois chaque 2 jours, où elle veut pas forcément te voir, tu sais que voilà, peut-être que tu en fais trop, quoi. Ça, c'est de un. Et de deux, après, oui, il y en a qui me l'ont dit, que tu es un peu oppressante, ce genre de choses-là. Que tu es un peu oppressante, j'ai l'impression de parler avec ma maman. Et en fait, même ça, en fait, ça a déteint même sur mon style vestimentaire, parce qu'à force d'être que avec ma maman, je dis pas que je m'habillais. De temps en temps, on me disait, mais tu t'habilles comme les tatas. Donc finalement, tout est resté. C'était devenu mon identité, alors que c'était pas vraiment moi, quoi. On dit, oh, tu t'habilles comme les tatas. Bon, tu portes tout le temps des talons. Et je me souviens que j'étais dans une relation où la personne, elle voulait me changer complètement. En ce moment-là, eux, ils faisaient les chill, ce genre de choses-là, ce qu'on appelle les chill. Moi, j'étais quelqu'un qui partait pas dans les chill. Moi, ma maman, elle est très carrée avec moi, 18h, 16h30, je suis à la maison, quoi. Donc, pourquoi tu t'habilles pas comme telle fille, elle a porté sexy, bras mince, toi tu portes chemise. Pourquoi l'autre, elle a porté des sandales, toi tu portes les talons. Enfin, ça commençait à devenir autre chose. La personne elle-même me disait, change, quoi. Tu es jeune, pourquoi tu te comportes comme ci, comme ça, pourquoi tu as tel comportement. Bon, là, j'ai commencé à perdre un peu En confiance. en confiance. Là, je me suis dit, mais finalement, l'amour, c'est quoi? Parce que là, je suis avec quelqu'un qui me dit qu'il va m'acheter des vêtements pour que je m'habille sexy, alors que je suis quelqu'un, je n'aime pas forcément être sexy comme lui le voulait. Il prenait des photos sur les réseaux sociaux, il m'envoyait fais comme ci, fais comme ça. En fait, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais pour te dire à quel point ça partait dans tous les sens, quoi. Donc la personne, en gros, elle a brisé un peu ma confiance en soi. Déjà que j'arrivais pas à bien faire la différence entre la dépendance et puis l'amour. Donc déjà, toi, dans cette situation-là, tu viens et tu me demandes de changer complètement parce que je suis comme ci, comme ça. Donc finalement, pour faire une petite conclusion, j'étais en dépendance affective. L'amour que je recherchais, j'ai pas eu. Ça, c'est de deux. De trois, je pensais que l'attention, c'était qu'en donnant plus que je recevrais de l'attention, alors que non, pas du tout. Et de quatre, je me suis vue en train de changer mes règles de base pour ressembler à un type de femme qui plaisait à la gente masculine. Donc, à cette personne-là. à cette personne-là, plutôt, oui. À cette personne-là, du coup, j'essayais de faire des efforts de temps en temps pour porter des petits trucs sexy. Mais bon, en vrai, c'était pas sexy. En soi, c'était des robes mi-longues. Il n'y avait pas de petits bras minces, rien, c'était juste avec des petits manches. Mais même là, mon effort que j'ai fait, le gars disait que j'étais pas sexy. Donc. Oui, parce que finalement, tu luttais contre ta véritable identité pour pouvoir plaire à quelqu'un. Et forcément, ça ne marche pas, ça ne colle pas. Parce que non seulement toi, tu vas pas être à l'aise, mais puisque tu ne peux pas franchir totalement le pas, faire totalement ce que la personne veut, elle aussi, elle ne va pas reconnaître tes efforts. C'est ça. Finalement, c'est... voilà. Donc ça fait que, bon, au sortir de tout ça, avec la prière,
par la grâce de Dieu, j'ai compris beaucoup de choses, que j'étais en dépendance, je me suis beaucoup plus reposée sur Dieu. Et après, c'est vrai qu'il y a la prière, etc. Mais dans la Bible aussi, le fait de lire la Bible et les Écritures, il n'y a pas que seulement la prière, les Écritures aussi te permettent de comprendre aussi certaines choses psychologiquement. Et donc, moi, ça m'a permis aussi d'être entourée de nouvelles personnes dans les groupes de prière. Voilà, ça m'a permis de me retrouver moi-même et de réellement savoir quelle direction je voulais prendre. Et au fur et à mesure, j'ai compris que c'était parce que j'avais pas d'homme, j'avais pas de figure plutôt paternelle dans ma vie et que c'était ma maman en fait qui faisait tout. Et je me suis dit pas que je voulais pas lui ressembler, mais je me suis dit qu'il faut que moi j'ai ma propre identité et il faudrait pas que je puisse mettre sur quelqu'un l'oppression que moi j'avais à la maison. Si on devait justement aller dans ce détail de tes attentes à l'époque, ce que tu expliques, c'est que c'était, c'est-à-dire de l'attention, peut-être matérielle parfois, que tu voulais. De temps en temps matériel, mais c'était plus de l'affection que je voulais, de l'intention. Parce que ma mère, elle se rendait pas compte forcément que je vais pas dire qu'elle faisait mal, parce que quelque part ça m'a appris. Mais je vais dire que ma maman, elle se rendait pas compte qu'elle était un peu trop dure sur les boulons en fait, parce qu'elle-même elle n'a pas reçu de l'affection. Donc ça fait que moi aussi j'ai pas forcément reçu de l'affection paternelle, donc moi je le cherchais plutôt chez les garçons. Voilà, quand je faisais des trucs, quand je sortais, ou bien enfin, j'avais besoin de quelqu'un pour me dire ah t'es belle, enfin des trucs vraiment. Aujourd'hui, quand j'y pense, voilà quoi, j'avais besoin de quelqu'un pour me dire t'es belle, qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui, ce genre de choses-là. De petites attentions, tu as fait quoi de ta journée, comment tu te sens aujourd'hui. Exactement, j'avais plus besoin de ça et tout. Et malheureusement, c'est en cherchant cette attention-là que j'ai perdu, sans le vouloir, ce qu'on appelle la virginité, à cause de l'attention que j'ai cherchée chez quelqu'un qui était lui-même même pas prêt à donner de l'affection comme un père en fait. C'était beaucoup trop tôt. Et c'est ce qui a fait que même aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, quand je vois que c'est moi qui fais plus, je me mets un peu en retrait. Parce que je veux pas que certaines choses sur lesquelles j'ai déjà travaillé puissent me rattraper. Je me dis, il y a des choses sur lesquelles j'aimerais pas revenir en arrière, quoi. Et voilà, j'avais pas confiance en moi aussi en ce moment-là. Parce que ma maman, elle, c'est-à-dire au lieu de plutôt te dire tu es jolie, ce genre de choses-là, elle va te dire pourquoi tu n'as pas porté, je sais pas, par exemple, au lieu de te dire que tu es belle dans un vêtement, elle va te dire pourquoi tu n'as pas porté ce vêtement-là, pourquoi tu fais comme ci, comme ça. Moi, j'avais besoin en fait de quelqu'un qui va venir me dire le sens inverse de ce qu'elle me disait. Donc, si mon papa était vivant, si par exemple elle me dit que je suis grosse, par exemple, mon papa va me dire non, ma fille n'est pas grosse. Ma fille, elle est belle comme ça. Elle est belle comme elle est. Belle comme elle est. C'est mon enfant, c'est mon bébé. Et c'est ce que je voulais que les garçons puissent me faire, enfin me dire en contrepartie, quoi. Et ça, quand tu ne voyais pas cette attente-là, quand tu ne l'avais pas chez les garçons, tu te sentais comment? Quand j'avais pas ça chez eux, bah, je me sentais triste. J'avais l'impression que j'étais quelqu'un d'un peu raté, comme on le dit si bien. Pourquoi? Parce que déjà qu'à la maison, j'ai pas forcément quelqu'un pour me dire tout le temps, pas tout le temps, mais pour me dire très souvent que je suis belle, que je suis intelligente, ce genre de choses-là. Moi, j'ai été avec quelqu'un qui serrait dur les boulons en fait. Souvent, les parents, ils se disent que c'est en faisant le côté inverse que l'enfant il devient plus dur. Donc moi, ma maman, elle est très dure. Et elle se dit que c'est en étant dure avec moi, puisque elle-même elle a été dure et ferme avec elle, que moi aussi je vais être dure, alors que moi j'avais besoin de douceur. De douceur, oui. Donc je me sentais ratée, j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui manquait chez moi,
pourquoi les autres filles de mon âge, c'était comme si avec elles, pourquoi avec moi c'est pas comme ça, et tout, quand on m'aborde, c'est seulement pour les choses inutiles. Alors que, voilà, moi j'aimerais bien aussi construire quelque chose de sérieux. J'avais 19 ans, moi je voulais quelque chose de sérieux. Je voulais construire quelque chose de sérieux à mes 19 ans là, 19 ans, 20 ans. Enfin, je demandais des choses, je voulais des choses que je voyais ailleurs, que moi j'avais pas. Est-ce qu'à un moment donné, tu en as voulu à ta maman ou tu avais des sentiments finalement négatifs vis-à-vis d'elle? À un moment donné, oui, je m'en suis voulu. Enfin, je lui en voulais plutôt. Je lui en voulais, mais en grandissant, j'ai compris qu'en fait, les parents, ils ne peuvent pas donner quelque chose que eux-mêmes, ils n'ont pas reçu. Et je vais pas dire, c'est pas de leur faute s'ils se comportent comme ça avec nous. Et parce que eux-mêmes, ils n'ont pas eu ce que nous, on aimerait avoir. Nous, notre génération d'aujourd'hui, on se dit que quand on va faire des enfants, ce que nos parents nous ont fait, ou bien le langage qu'ils ont eu avec nous, on va plutôt donner l'inverse du langage là à nos enfants pour qu'eux ils puissent mieux grandir. Mais les parents, c'est comment eux ils ont été élevés, comment eux ils ont vécu, eux ils viennent vous donner ça directement. Et au fur, donc quand j'ai grandi, j'ai compris que bon, quelque part je peux pas lui en vouloir toute une vie parce que elle-même elle a pas eu ce que moi-même je recherchais. Elle a dû se forger, se former comme elle pouvait. Et c'était son instinct de... C'était sa manière à elle de se défendre. Oui, Donc totalement. c'est ça. Donc c'est à moi plutôt de changer ma manière de réagir ou de voir la chose. Pour que, voilà, moi, à mon niveau, je ne puisse pas être atteinte toute une vie. Ça, c'est en grandissant, mais sur le moment, quand tu vivais la chose en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente, tu n'avais pas encore ce recul-là. Moi, en tant Donc, que... c'était comment vos relations à ce moment-là? C'était la guerre. Après moi, la guerre, comment moi je vis la guerre, moi je suis quelqu'un, je parle pas. Donc je nourrissais la chose à l'intérieur. Et moi j'ai pas eu cette possibilité-là de me fâcher ou d'exprimer réellement ce que j'ai à cœur contre ma maman, ce genre de choses-là. Donc j'ai beaucoup intériorisé. J'ai beaucoup intériorisé, je sortais pas beaucoup, ce genre de choses-là. Tout ce que ma maman me disait de faire, je faisais. Voilà, je me disais que c'est comme ça qu'il fallait que je réagisse, qu'il fallait que je ne parle pas. Mais entre-temps, le pire, c'est ce que tu intériorises parce qu'en grandissant, tu exploses. Oui. Et c'est ce qui est arrivé en fait. J'ai fini par exploser en quelque sorte. Ma manière de lui parler a changé. Au fur et à mesure, je devenais beaucoup plus expressive, mais dans le mauvais sens. Parce Comment que, agressive dans tes propos? c'est-à-dire que des fois, elle pouvait me donner des conseils qui n'étaient pas forcément mauvais, parce qu'elle aussi, en vieillissant, elle a commencé un peu à tempérer. Mais voilà, c'est-à-dire qu'elle peut me parler, me donner des conseils. À la minute même où elle me parle, là, je lui réponds. Elle dit quelque chose au volume, par exemple au volume 2, moi je lui réponds au volume 10. Et donc, au fur et à mesure que je vois que je lui répondais comme ça, j'ai commencé à comprendre que bon, il y a un petit problème aussi à mon niveau, quoi. Parce que tellement je ne parlais pas, j'intériorisais, finalement, ça m'a pas arrangé, quoi. Et je ne connaissais pas ma réelle identité. Je ne savais pas exactement j'étais qui ou comment je voulais évoluer demain. Je voyais pas que j'avais de réels soucis de dépendance affective. Et autre chose aussi, c'est que je priais pas beaucoup. Moi, je suis quelqu'un... Ma maman, elle me dit, allons-y à l'église. Je vais à l'église, c'est tout. Je récite les prières, je rentre à la maison. Mais c'est en étant dans la dépendance affective, quand je me suis rendu compte que c'était vraiment ça, que j'ai réellement commencé à chercher Dieu aussi, à prier, à rentrer dans les groupes de prière, etc. Quand j'ai commencé à prendre moi-même ma voix et à me trouver, c'est là que les choses ont commencé à aller mieux. Et à travers la prière et tout, j'ai commencé à changer un peu plus ma manière de lui parler, de répondre.
Et voilà quoi. Et c'est bien finalement que tu en arrives là. En tout cas, dans mes questions, j'ai essayé de creuser pour te pousser aussi à évoquer tout cet aspect-là. Parce que je voulais faire le parallèle, tu vois, avec la plupart des parents, africains surtout. Parce que je pense que beaucoup de personnes te diront, oui, mes parents étaient durs aussi avec moi, parce que souvent, je ne veux pas en faire une généralité, hein, loin de moi cette intention, mais souvent dans la culture africaine, parce que je remarque beaucoup, les parents ont tendance à être durs parce qu'ils se disent, c'est en étant dur que mon enfant ne va pas dévier, c'est en étant dur qu'il va réussir, qu'il va suivre les règles. Et le côté, nos parents ne savent pas généralement exprimer leurs émotions, manifester de l'attention pour dire mon enfant, comment ça va, je t'aime, tout ça. Le je t'aime, là, moi je le dis aujourd'hui comme ça, mais c'est pas quelque chose que tu entends souvent. Et ça, beaucoup de personnes te diront que c'est comme ça. Et donc, voilà, c'est pas pour déculpabiliser, parce que tout le monde a ses responsabilités, les parents ont des choses à travailler, les enfants eux aussi. Et je vois que des deux côtés, il y a eu du travail qui a été fait. Donc, c'est même pas pour prendre parti ou déculpabiliser la responsabilité des parents. Mais c'est bien aussi de se rendre compte qu'ils ont fait de leur mieux selon ce qu'ils ont reçu ou selon comment est-ce qu'ils ont été conditionnés aussi. Et comme tu le disais si bien, nous aujourd'hui on a ce recul-là, et je pense que c'est génération par génération, de se dire on travaille beaucoup sur nos ressentis, nos émotions, même on parle de santé mentale, du volet affectif. C'est ça. Ce sont des sujets qui sont très présents dans notre génération, et je pense que de par ce travail-là, c'est ce qui fait que nous aussi on ne va pas reproduire les mêmes schémas, ou plutôt s'adapter au comportement ou aux besoins de nos enfants. C'est ça. Donc bon, c'était un long aparté. Voilà quoi, j'ai commencé à changer aussi ma manière d'aborder les hommes ou les garçons. J'ai dû travailler là-dessus, j'ai travaillé là-dessus comme je pouvais. En quoi faisant, au-delà de la prière et de la lecture? En me concentrant sur moi, je regardais aussi les vidéos style conseil, comment sortir de la dépendance affective. Je regardais des témoignages de personnes aussi. Et mais plus en me concentrant sur moi, mes objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je veux faire demain, est-ce que je me vois demain être dans une relation avec ce comportement-là. Si je veux que telle personne soit comme ça ou bien comme ci avec moi, qu'elle me donne de l'attention, ce genre de choses, il va falloir que moi-même je me donne l'attention que je veux que quelqu'un me donne. J'ai commencé aussi à me dire que mon papa il ne va jamais revenir. Mon papa il est décédé. C'est vrai qu'on se dit qu'il y a Jésus, etc., il y a Dieu, mais la figure paternelle en tant qu'être humain, là, je ne l'aurai plus. Donc, il faut que je me dise que... J'ai commencé à me dire que si, quelque part, j'ai pas eu cette figure-là, c'est que moi, dans ma destinée, il y a beaucoup de choses que je dois apprendre, travailler sur moi pour atteindre un certain but, un certain niveau. Et donc, du coup, j'ai commencé vraiment à me dire que bon, il n'y a pas la figure paternelle. Si moi, je veux que quelqu'un me donne de l'attention, etc., c'est pas forcément en allant chez les garçons. Mes amies filles peuvent me dire que je suis belle. Moi-même, il faut que je me voie en tant qu'une personne belle. Je ne suis pas quelqu'un de raté. J'ai commencé à changer ma manière de parler, de me voir. Et c'est en travaillant comme ça que finalement, j'ai plus attiré des personnes qui étaient beaucoup plus stables. Après aussi, on grandit. Voilà, je m'avance un peu de la trentaine. Donc je me dis que aussi en grandissant, tu tombes sur des personnes qui sont beaucoup plus stables émotionnellement, etc. Et j'ai aussi compris que si je n'étais pas passée par tout ça, aujourd'hui j'allais peut-être pas être au niveau où je suis. Peut-être que je n'allais pas être beaucoup plus stable mentalement vis-à-vis de tout ce qui est relations, etc. Donc voilà un peu. C'est plus en travaillant sur moi, en regardant les vidéos, en recherchant Dieu, et aussi en ayant des conseils de mes proches. Parce qu'en vérité, les gens qui sont aussi autour de toi ont
déjà vécues, des choses que toi tu as vécues. Et Dieu ne passe pas seulement par la prière pour vous révéler des choses, Dieu passe par des gens qui sont autour de vous, même dans le domaine du travail, et voilà, par vos proches. Vos proches sont le miroir ou le reflet de ce que vous êtes, donc de la manière dont vous vous comportez avec eux, ils seront beaucoup plus aptes, selon moi, à vous dire qu'est-ce qui ne va pas forcément chez toi, etc. Parce que nous, souvent, on ne voit pas. On se dit il faut être aussi dans l'accueil. Voilà. Ou il faut avoir les bons proches aussi qui C'est vont ça. te le dire. Ah, c'est ça aussi. Parce que si tu n'es pas bien entouré ou des gens qui ne vont pas avoir ce recul-là, ils ne sauront pas que tu as besoin de conseils, que tu as besoin de bienveillance, d'aide. Ou si toi-même tu n'as pas initié ce travail-là, tu ne vas pas être dans l'accueil pour accepter les retours qu'on va te faire. C'est ça aussi. Donc c'est vraiment un tout. Et c'est très intéressant ce que tu dis. Il y a beaucoup de choses qui t'ont aidé au-delà de la prière. Tu l'as dit, je ne vais pas répéter tout ça. Mais un aspect que je pense que implicitement, il y a ça, mais tu ne l'as pas dit explicitement. Et j'ai peut-être envie que tu le dises. Ouais. Au-delà même de l'aspect confiance en soi ou de porter l'attention vers toi-même, je pense qu'il faut mettre les mots aussi là-dessus. C'est aussi d'apprendre à s'aimer soi-même. Exactement. Tu vois, l'amour de soi. Je voulais vraiment que tu le dises parce que voilà, même si implicitement on comprend que tu as appris à t'aimer, je pense que l'amour de soi, c'est ce qui fait que finalement on reconnaît notre vraie valeur. Exactement. On va aller questionner aussi notre identité, qu'on commence à travailler sur ces... En fait, tout est un peu lié. C'est ça. Tu apprends à t'aimer et tu te rends compte que, en fait, finalement, je vaux ceci, je suis bien tel que je suis, je mérite ce... Personne, si, clairement, exactement. Personne ne doit me changer parce que la personne ne me trouve pas... tout simplement, si Dieu m'a créé tel que je suis, c'est parce qu'il y a une raison, c'est parce que... De toute façon, on est à l'image de Dieu. C'est ça. Bon, je me permets un peu d'aller sur ce terrain-là parce que je partage aussi cet aspect foi, croyance. Et je pense que si on part du principe que tu as l'image de Dieu, bah, déjà, tu dois être fier de toi, tu vois. Voilà. De qui tu es. Et clairement. Ouais. Ça a été... Ouais, franchement, je suis d'accord avec tous tes propos là. C'est vrai que j'ai pas posé ce titre-là, mais il faut vraiment s'aimer soi-même. Parce qu'aujourd'hui, moi, je m'aime. Je suis contente de voir que je m'aime. Et plus je grandis, plus je vieillis, on va dire ça comme ça. Et plus je ressemble à la personne que j'ai toujours voulu être, en fait. Mon style vestimentaire a changé. Enfin, tout ce que je veux faire, je le fais. Et j'apprécie le fait que, que je ressemble à la personne que je veux être et non à une personne que quelqu'un d'autre veut que je sois. En fait. C'est ça. Et ça fait qu'aujourd'hui, quand je suis dans une relation, qu'elle soit une relation amoureuse ou un flirt, tout ce genre de choses-là, si je vois que j'insiste un peu, enfin, maintenant j'ai un certain degré, si je vois que j'insiste un peu trop sur la relation et que je vois que finalement ça va pas avec moi, mes règles, je disparais. J'envoie un message, franchement, je vois que peut-être toi tu n'es pas prêt. Ou bon, peut-être que toi, c'est pas trop ton style, c'est pas ton... Enfin, c'est qu'il y a su, bonne continuation. Et puis je m'en vais parce que, voilà, quand c'est pour toi, quoi. C'est vrai que tout le monde n'a pas forcément la même manière de rentrer dans une relation amoureuse. Mais je veux dire, il y a une fois que tu sais ce que tu peux accepter et ne pas accepter, totalement. Il y a des trucs que tu ne vas pas permettre que ça arrive dans ta vie. Et je suis heureuse aujourd'hui d'être arrivée à ce stade-là. C'est vrai que de temps en temps, tu te dis, peut-être si mon papa est en vie, mais c'est des petites réflexions vite fait. Aujourd'hui, je suis en alternance. Par la grâce de Dieu, je suis intelligente. Par la grâce de Dieu, j'apprends toujours à travailler sur mon comportement, sur mes caractéristiques, même étant au travail. Il y a beaucoup de travail que j'essaye de faire sur ma personnalité. Et voilà, je suis rémunérée par la grâce de Dieu. Je peux m'acheter les trucs que je voulais avant que les garçons achètent pour moi. Quand je me vois comme ça, même ma maman, même elle m'achète des trucs, quoi. Je veux dire,
tout ce que je veux, mes proches l'achètent, mes amis, j'ai pas forcément... c'est vrai qu'on a quand même de temps en temps, enfin, on a quand même besoin d'un homme, mais je veux dire que c'est pas le centre. C'est ça, tu C'est as pas appris le centre en fait. à ne pas t'attacher uniquement à l'amour d'un homme finalement. C'est ça. On continue toujours de travailler sur soi Totalement. et de s'améliorer. Les relations amoureuses, une chose est sûre, quand c'est pour toi, tu vas sentir que ça va avec des règles et tu verras ta personnalité et tu verras que y a certaines choses que tu... En soi, l'amour, ça se voit surtout dans le fait que non seulement tu vois que la personne capte bien avec ta personnalité, mais aussi tu vois que tu peux faire des sacrifices pour cette personne-là et que cette personne aussi peut faire des sacrifices pour toi. Tu vois que il y a des choses que tu peux accepter sans toutefois changer ta manière d'être. Donc voilà, si je vois que je ne suis pas dans ces cordes-là, je reste dans mon coin. Oui, totalement. C'est mieux. Et tu l'as dit si bien, hein. Finalement, on évolue en tant que personne. On ne finit jamais aussi de s'améliorer, c'est ça, de se découvrir. Tu vois, on évolue en tant qu'humain. Et c'est bien d'avoir fait ce travail-là sur toi parce que ça ne veut pas dire que ce sera... Enfin, je te le souhaite d'avoir l'homme parfait. Mais ce que je veux dire... ce que je me dis, c'est que on ne peut pas être parfait à 100%, c'est ça, que ce soit l'homme ou la femme. Et donc, finalement, c'est en s'acceptant sur une certaine base de valeurs, en faisant des compromis que finalement une relation marche. Mais pour en arriver là, il faut déjà toi-même venir avec quelque chose de sain, avec des valeurs, avec une stabilité émotionnelle. Parce que, heureusement, tu vois, toi, tu as eu le temps de travailler tout ça. Mais imagine, tu entres dans un mariage et que tu as ce travail-là à faire. Voilà, on voit beaucoup des témoignages, hein, ça peut virer à la catastrophe, à la violence. Le mec qui te bat, ça va pas, mais tu restes là parce que toi-même, émotionnellement, tu n'as pas fait ce travail-là. C'est ça. Tu vois. Et donc, bravo à toi. Merci. D'avoir fait tout ça. C'est pas forcément facile, mais tu dois être fière comme tu l'as dit. Du coup, tu as déjà commencé un peu à parler des leçons, parce qu'à travers les conclusions que toi-même tu dis de cette époque-là, on peut déjà en tirer des leçons. Mais si toi-même tu devais formuler des leçons claires que tu as tirées de cette expérience, ce seraient lesquelles? D'accord, des leçons, si je dois en tirer, première chose, on ne peut pas rentrer dans une relation si on n'a pas certaines bases. Je pars du fait que moi, j'étais en dépendance affective. Si je rentrais dans une relation aujourd'hui à l'âge mature avec cette dépendance-là, peut-être que j'allais être avec une personne qui, elle, avait traité la majorité de ses problèmes émotionnels. Et moi, j'allais être un poids lourd pour l'autre personne. C'est vrai. Donc, première chose, c'est que si toi-même, tu n'es pas en paix avec toi-même, on ne peut pas être rentré dans une relation en étant parfait. Mais les points les plus importants, si tu ne les as pas travaillés, tu vas être un poids pour l'autre personne. Et ça, c'est déjà la première chose que j'ai compris. Il faut prendre le temps pour s'étudier et travailler avant de rentrer dans une relation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai compris aussi que l'amour, c'est vrai que dans l'amour, dans une relation, il faut donner, mais lorsque tu te rends compte que tu donnes plus que l'autre, ne te dis pas que l'amour, ça se résume que à donner. Dans une relation, ça va dans les deux sens. Donc, déjà de un, c'est l'homme qui vient vers la femme, pour commencer. Après, ça dépend. Après, je voulais dire ça, ça dépend. Oui. Mais majoritairement, quand c'est l'homme qui vient vers la femme, il faut laisser l'homme faire sa part. Et ensuite, tu vas dans le sens là, tu donnes et lui aussi il donne. Il ne faut pas être dans une situation où, par exemple, tu donnes, tu t'épuises. Après, finalement,
et tu te retrouves plus. Tu retombes encore dans la dépendance parce que tu te dis que plus tu donnes et plus la personne va répondre. Il ne faut pas attendre forcément que l'autre te donne à la hauteur que toi tu lui donnes, ça c'est de 1. Et il faut tempérer aussi la manière de se donner. Il ne faut pas se donner en se disant, en s'oubliant. Tu as ta personnalité, tu as ta manière d'être, donc tu peux te donner à quelqu'un sans toutefois en faire trop. Ça, c'est ce que j'ai retenu. Et j'ai retenu un autre point, c'est que voilà, il ne faut pas se comporter comme étant une maman avec l'homme avec lequel tu es. Il faut que tu sois une aide. C'est très important quand on dit qu'il faut que tu sois une aide. C'est-à-dire que voilà, il faut que tu complètes l'autre personne, mais il ne faudrait pas que tu sois oppressive comme une maman. Une maman, en fait, elle va se dire qu'elle va te mettre la pression ou elle va te suivre, elle va te suivre dans tout ce que tu fais parce qu'elle veut que tu sois carré, comme ceci, comme cela. Mais quand tu rentres dans une relation, vous êtes deux personnes qui se complètent. Donc, il ne faudrait pas que tu sois comme une maman. Déjà, les garçons, ils n'aiment pas ça. Il ne faudrait pas que tu sois comme une maman avec cette personne-là. Il faut que tu laisses quand même la personne venir vers toi, qui soit apte à venir te poser peut-être des problèmes, ce genre de choses-là. Et tu l'aides maintenant, en ce sens-là. J'ai compris ça parce qu'avant, j'étais trop comme une maman dans la relation. Voilà, j'étais... De la manière, moi, ma maman m'a éduquée, je voulais que le gars aussi, il reçoit cette pression-là, alors que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà. Et dernière chose, le point le plus important, c'est qu'il faut s'aimer avant de rentrer dans une relation, parce que sinon tu vas avoir... tu vas te dire que tu pourras t'aimer qu'à travers les yeux de l'autre personne. Ça, c'est très important de s'aimer avant de rentrer dans une relation. Si tu t'aimes pas avant de rentrer dans la relation, le jour où la personne ne te dit pas que tu es belle ou que tu es bien habillée, tu vas faire une crise d'hystérie pour rien en fait. Donc quand tu sais que toi-même tu es belle et que tu n'as pas demandé à ce que la personne vienne te dire que tu es belle, lui-même il va venir te dire, ma chérie, aujourd'hui tu es bien habillée, tu es belle, merci. Non, toi-même tu sais que tu es belle, tu t'aimes, tu sais que tu es intelligente. Il faut rentrer dans une relation en ayant la ferme assurance que tu t'aimes. Pour éviter que l'autre personne, en gros, soit le centre de tes intérêts vis-à-vis de toi-même. Donc voilà un peu. Que tu sois en dépendance affective ou pas, je pense que tes leçons s'appliquent à tout le monde, toutes les personnes qui veulent en tout cas entrer dans une relation amoureuse et même au-delà. En tout cas, merci pour ces belles paroles, pour ce beau témoignage. Avant de partir, j'ai un petit rituel de fin pour toi. Pas de souci. Donc, c'est de te lire un message que l'invité précédente a laissé. D'accord. Foi. Ça commence par la foi. Foi. Il faut avoir la foi et garder son entourage pour être dans une sphère positive. Grand merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenue. Merci à la personne qui l'a laissé. Ça me rappelle que je dois toujours avoir foi, non seulement en Dieu, mais aussi avoir foi en moi, en mes capacités. Et voilà un peu. Moi, toute ma vie, je dirais, repose sur la foi. Si je n'ai pas foi en quelque chose, pour moi, cette chose-là perd toute estime. Cette chose-là perd toute force. Donc ma force réside dans la foi. Voilà un peu. Merci. Super. Écoute, ça fait plaisir que vous soyez en résonance, on va dire. Faut faire un clin d'œil au nom du podcast. Merci Marie-Paul d'être passée sur Résonance. Merci à toi, Florence. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et si vous aussi, vous avez une histoire à raconter, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse email qui est en description. Et nous ferons un plaisir de vous recevoir sur ce podcast. N'oubliez pas, partagez-le, likez, commentez et abonnez-vous. Bye!